Que Horizon Midi soit avec vous, mesdames, messieurs, bien le bonjour à toutes et à tous. Merci encore de nous renouveler votre confiance ce matin dans le cadre de cette édition spéciale de votre prestigieux programme Horizon Midi sur les antennes d'Horizon 3 Télévision, la dernière livraison de la semaine, alors que les médecins de l'information qui répondent présents à l'appel du devoir, le devoir d'informer, celui d'éduquer et même de sensibiliser, tout en respectant l'éthique et même la déontologie qui encadre le métier du journaliste au Cameroun. Et c'est un fait, c'est bien connu. Julio Axel Job, d'un fils ressortissant de la région du littoral dans le département de la Sanaga-Maritime, précisément en Dôme. Il répond encore présent à l'appel de son devoir ce matin. Il aura la lourde responsabilité d'entrer dans la cuisine très interne de notre invité spécial dans le cadre de cette émission Horizon Midi. Juste à ses côtés, lui par contre, ressortissant de la région du Sud Cameroun, précisément du département du Dja et le bord, Bertrand Bika. On le reconnaît pour ses analyses très froides et ses prises de position d'un autre genre. Quant en ce qui concerne l'actualité qui lui sera ainsi soumise, il aura la lourde responsabilité de partager avec nous son point de vue. Et l'actualité majeure qui nous rassemble dans ce studio, sur ce plateau, porte sur les féminicides au Cameroun. La justice camerounaise est-elle aveugle quand on sait que ces cas sont légion dans notre pays? Pour en parler, nous recevons une figure très emblématique de l'écosystème judiciaire de notre pays, Maître Karine Nouga, et notre invité spécial dans le cadre de cette autre sortie très spéciale de votre émission Horizon Midi sur les antennes d'Horizon 3 Télévision, mesdames et messieurs. Pour conduire, tenir les échanges, je suis l'unique étoile du drapeau camerounais, Romaric Noifeu. J'ai ce bonheur, j'ai l'honneur et j'ai le privilège de conduire les échanges ce matin. Julio Axel Job, permettez-moi de vous dire bonjour et bienvenue. Bonjour Romaric, bonjour Bertrand Bika. Merci de nous convier à cette grande interview. Je ne pourrais pas saluer de manière solennelle votre invité spécial. À mon tour, je le ferai. Vous êtes un accoutumé des faits. Vous pouvez le faire, bien évidemment, ce matin. Julio Axel, à vos côtés, Bertrand Bika, qui est encore des nôtres. Bertrand, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour Julio Axel Job et bonjour à notre invité spécial, très spécial ce matin. On doit saluer ceux qui prennent la peine encore ce matin de nous regarder. Il faut dire que la communauté s'agrandit de façon abyssale, elle est exponentielle. On les remercie pour la confiance qu'ils nous font tous les jours, qui témoignent à nos modestes personnes. Et on espère que ce vendredi encore, ils prendront du plaisir à nous regarder et qu'on va passer ensemble 2 heures depuis bonne heure à la télévision. Invité doublement spécial, vous l'avez si bien dit, Bertrand Bika, vous me permettez d'étancher votre soif en la présentant solennellement, Maître Karine Nouga, avocate au barreau du Cameroun, doublement spécial. On ne sait pourquoi Bertrand Bika choisit d'utiliser ces qualificatifs ce matin. Bonjour en tout cas et bienvenue. Merci, bonjour Romaric. Julio Axel Job, Bertrand Bika également, partageront le plateau avec nous pendant 1h52 minutes. D'accord. Bonjour Monsieur Job, bonjour Monsieur Bika. Merci. Je suis très heureuse d'être chez vous aujourd'hui et j'espère que vos téléspectateurs me pardonneront s'ils ne m'entendent pas très bien parce que je suis un peu grippée, mais... Nous vous entendons parfaitement bien. Rassurez-vous, la sensibilité de ce que vous abordez comme micro ce matin permettra certainement à ce que les téléspectateurs soient scotchés à vos lèvres, Maître Karine Nouga, très séduisante, très attirante, très belle, très rayonnante. Je préfère arrêter la rime entre ce matin. Merci en tout cas d'être des nôtres. Très rapidement, l'actualité qui nous rassemble sur ce plateau porte sur les cas des féminicides. Le cas le plus récent, c'est cette jeune enseignante d'anglais dans la région du littoral qui a été froidement assassinée par son mari, sauf que la décision du juge d'instruction du tribunal des grandes instances du Vouri semble interroger l'inquiétude de plusieurs Camerounais qui se sont mobilisés sur la toile pour demander que justice soit faite. On a vu plusieurs acteurs de la société civile effectivement donner leur avis sur la question parce qu'on pense quand même que faire sortir quelqu'un comme celui-là, lui donner 5 ans de sursis, 5 ans de prison avec sursis, amende de 52 000 francs CFA, c'est insulter visiblement la mémoire de cette jeune Camerounaise qui avait un seul objectif, de prendre soin de son ménage et d'éduquer l'ensemble des Camerounais en ce qui concerne l'expression anglaise dans nos établissements. Merci d'être encore des nôtres une fois de plus, Julio Axel Job. On va expliquer le principe de l'émission. Il est très simple, Maître Karine Nouga. Vous avez 2 acteurs très connus de la scène médiatique de notre pays, Julio Axel Job, Bertrand Bika, je le disais. Chacun aura un tour de parole. 15 minutes
pour le premier tour, pour le premier cycle. Vous serez face à Julio Arcel Diop, par la suite face à Bertrand Bika. Je pourrais de temps en temps rebondir si jamais le besoin se fait ressentir. À 11h, on ira à la publicité pour revenir pour le deuxième cycle, le deuxième round, si vous voulez ainsi. Ça vous arrange ce principe? Tout à fait. Vous avez la soif Merci. vous habite. Vous prendrez une minute pour justement l'étancher parce que ce sera certainement serré. Je vous vois très documenté ce matin. Merci beaucoup, Julio Arcel Diop. Oui. Nous lançons les hostilités cette fois-ci avec vous. 15 minutes pour la première pour moi de phase. saluer l'invité, comme je vous le disais plus tôt. Je vous le permets, allez-y. Bonjour maître et bienvenue à OV23 ce matin. Les 10h17. Bonjour, Monsieur Diop. Vous avez fait un plaidoyer récemment riche ou digne d'intérêt dans lequel vous semblez revendiquer une certaine révision du code pénal. Si mes souvenirs sont très bons, permettez-moi d'entrer dans le vif du sujet pour parler de l'intérêt général de votre plaidoyer ou du moins de la nécessité de reformer ce code-là autour des féminicides. Oui. Quelle est selon vous ou quelle définition peut-on donner au féminicide actuellement au Cameroun ou dans le monde entier? Alors, le féminicide, de manière étymologique, peut être défini comme étant le meurtre d'une femme en raison de sa qualité de femme. Étymologiquement, il est composé de la racine féminin qui signifie femme et du suffixe cide qui signifie abattre, tuer, massacrer. Donc à l'origine, il s'agissait de l'envie de tuer une femme par un homme. Ça a évolué entre-temps et aujourd'hui, c'est simplement devenu le meurtre d'une femme en raison de sa qualité de femme. Tout à fait. Alors, permettez-moi de vous poser une autre question. Pourquoi est-il important, selon vous, parce que quand je lis votre plaidoyer, de revoir à la pénalisation, donc pénaliser le féminicide comme un crime à part entière? C'est-à-dire, pourquoi, selon vous, il faut absolument spécifier la pénalisation du féminicide? Alors, il est très important de pénaliser le féminicide parce que nous remarquons dans la scène politique, dans la scène publique, une montée croissante des violences basées sur le genre et spécifiquement des violences à l'encontre des femmes. Et vous remarquerez, enfin, si vous faites attention aux statistiques, femmes sur 3 dans le monde vous avouera avoir déjà été victime soit de violences sexuelles, soit de violences physiques de la part de son conjoint. Tout à fait. En 2024, selon les statistiques comment ça s'appelle? C'est vrai que beaucoup d'instituts ont proposé des statistiques là-dessus. Il y a l'INS qui faisait état. Oui, donc comme je disais, en 2024, on a décompté 51 000 cas de féminicide dans le monde, soit une femme tuée dans le monde toutes les 10 minutes. Tout à fait. Et au Cameroun, on n'est pas en reste. En 2023, au mois d'avril, on décomptait déjà 75 cas de féminicide, parmi lesquels justement l'affaire de Madame Diane Nyango, décédée aujourd'hui. Et donc, quand on observe ce qui se passe, on se rend compte que c'est une question de politique publique, qu'il est très important aujourd'hui que l'on donne un message fort à la société, qu'on définir de manière très spécifique ce que c'est que le féminicide et dire quelle est la réparation pour les contrevenants. Donc c'est pour ça que je milite pour la pénalisation de cette infraction, parce que pour moi c'est une infraction spécifique qui a un mobile sexiste. Oui. Voilà. Alors, permettez-moi de vous poser une autre question. Quels sont selon vous les principaux défis auxquels font face les femmes au Cameroun en termes de violence basée sur le genre? Il y en a plein. Déjà simplement la reconnaissance même de ces violences-là, parce que nous sommes dans un contexte dans lequel les violences conjugales sont banales. Donc les femmes font face, comme je disais, aux violences conjugales. Dans les régions du Nord, par exemple, les femmes font face aux mutilations génitales féminines. Vous avez, dans les régions où il y a des conflits armés, par exemple, les femmes déplacées qui sont très souvent victimes de violences, simplement en raison du fait qu'elles sont femmes et qu'elles se retrouvent dans une situation de crise. L'accès à la justice, qui n'est pas facile parce que, quoi qu'on dise, la justice a un coût. Et parfois, les femmes, justement, n'arrivent pas à s'offrir les services d'un avocat.
vous avez la stigmatisation même des victimes, parce que les victimes de viol, par exemple, elles ont peur de dénoncer ces viols-là, parce que on va toujours vous dire qu'est-ce que vous avez fait pour être violé, comment vous étiez habillé, est-ce que vous ne pensez pas avoir provoqué la honte, les religions, le patriarcat lui-même qui fait que l'homme a une posture dominante sur la femme. Oui. Donc c'est autant de difficultés que les femmes rencontrent. Et alors, selon vous, on tentera toujours d'expliquer ou de comprendre oui. Les raisons ayant abouti à une violence faite à une femme, simplement parce qu'elle est une femme. Alors, il faut comprendre en réalité le motif de ces violences. C'est un motif sexiste. C'est vraiment dans un cadre de domination. Et en général, les femmes, simplement du fait d'être femmes, du fait de nos cultures, Oui. on conçoit aisément qu'une femme soit corrigée par son mari. Oui, oui. C'est pas faux. C'est encore une perception dans une certaine partie de ce pays, ou même dans le pays tout entier. C'est vrai. C'est encore très ancré. Tout à fait. Même au niveau de la justice, vous remarquerez que certains juges ont du mal à rendre des décisions sur des violences conjugales. Disent-ils, ce sont des problèmes de famille qui doivent être réglés de manière pacifique lors d'un conclave familial, etc., etc. Vous me permettez justement de vous poser une question. Comment, selon vous, la législation camerounaise actuelle traite des questions de violence basée sur le genre, de violence faite aux femmes? Alors, le Cameroun n'a pas de législation spécifique fondée sur les violences basées sur le genre. Et comment il traite Il traite de manière globale. De manière globale. Alors, au Cameroun, on applique le code pénal. Et le code pénal qui a prévu certains articles qui sanctionnent les violences faites sur les hommes de manière générale, hommes comme femmes, qu'il s'agisse de meurtre, assassinat, coups et blessures volontaires, homicide involontaire, torture. Il y a quelques petites infractions spécifiques, par exemple comme les violences sur des femmes enceintes, mais ça reste vraiment très léger. Tout à fait. Donc, en demandant la pénalisation du féminicide, on ramène en fait le caractère sexiste, le mobile sexiste de l'infraction au cœur du débat. Alors, peut-être que je voudrais vous poser une question qui sort légèrement du cadre prévu par cet entretien. Pensez-vous que le contraire, c'est-à-dire observable, il y a qui sont victimes de certaines violences conjugales? Oui, il y a des hommes qui sont victimes et c'est déplorable. C'est déplorable. Mais le dire en réalité, ça nous rappelle un peu le Not All Men. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Not All Men. Quand on dénonçait les viols, il y a des hommes qui se levaient et qui disaient « tous les hommes ne sont pas des violeurs ». C'est vrai. Tous les hommes ne sont pas des violeurs. Mais quelle est la conséquence d'un tel hashtag? En disant Not All Men, on dilue le message de ceux qui luttent contre le viol. En disant oui, bon, des hommes violent, mais tous les hommes ne violent pas, donc le viol n'est peut-être pas si grave. C'est le même principe. En disant que les hommes sont victimes de violences, on dilue le message. Oui. Or, comment est-ce qu'on aboutit à la pénalisation d'une infraction? C'est justement en observant des comportements dans la société. Certes, les hommes sont victimes de violences, mais quand on regarde les... Combien sont-ils? C'est marginal? Combien sont-ils? Ils sont peu nombreux en comparaison des femmes qui, justement, subissent ces violences-là en raison de leur qualité. Et quand bien même les hommes subissent des violences, est-ce que c'est en raison de leur qualité d'homme? Est-ce que c'est parce que des femmes se sentent toutes puissantes et veulent dominer les hommes et c'est pour ça qu'elles les battent? Non. Donc, le caractère sexiste n'apparaît pas dans ce cas-là. Et de manière générale, l'homicide, il existe. Il existe depuis la création du code pénal. On connaît cette expression-là. Tout à fait. C'est vrai qu'il tient compte de l'homme en général, de la femme ou de l'homme indépendamment, mais l'infraction, elle demeure. Donc, les hommes victimes de violences peuvent saisir les juridictions et se voir dédommagés, si je puis dire. En tout cas, réparer, que le préjudice soit réparé.
ça restera toujours. Donc en pénalisant le féminicide, on ne crée pas une hiérarchisation, parce que c'est ça, les gens ont l'impression qu'il y a une hiérarchisation de la victime. Oui. Genre les femmes seraient plus importantes que les hommes. Ce n'est pas vrai. C'est mon ressenti, en tout cas, je vous le dis en toute franchise, c'est mon ressenti. Donc vous avez l'occasion de mieux nous expliquer de quoi il s'agit. Alors non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de hiérarchisation, parce que comme je le disais tantôt, un homme victime de violence peut toujours saisir les juridictions et voir l'auteur condamné. Tout à fait. Et c'est vrai qu'au Cameroun, ça n'existe pas encore, mais on pourrait créer une circonstance aggravante de l'infraction en disant que l'infraction, la peine sera peut-être doublée, je dis n'importe quoi, si l'auteur des violences est une femme ou est le conjoint de l'homme en question. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est Allez-y, qu'il ne faut pas diluer le message. En disant les hommes sont aussi battus, on banalise en réalité les violences que subissent les femmes. Qui pourtant sont un fait. On qui pourtant sont un problème social, un problème de politique publique. Et moi, je pense que on ne peut pas gérer au cas par cas. On ne peut pas dire vraiment dans l'affaire Dianyango, on va faire appel, on va et demain. Et pour les autres. C'est clair, là-dessus d'ailleurs, vous demandez qu'on traverse légèrement l'indignation actuelle et qu'on voit au-delà pour préserver les vies dans le futur. Permettez-moi de vous poser une autre question dans notre genre. Ne le prenez pas pour vous. Est-ce que les femmes n'en font pas un petit peu trop, maître, malgré ces statistiques? Est-ce que vous ne vous plaignez pas un petit peu trop? Quand je dis vous, je fais appel, référence au genre. On ne se plaint pas assez. À mon avis, on ne se plaint pas assez. On a encore honte de dire qu'on est une femme battue. Vous connaissez combien de femmes dans la rue qui vous diraient « mon mari me bat » ? Assez peu, ça c'est vrai. Et pourtant, j'ai l'impression que les femmes ont fini par admettre que c'est une pratique normale. Voilà, justement, on a fini par accepter que c'est le père de nos enfants, c'est notre mari, on ne veut pas l'envoyer en prison, etc., etc. Et on accepte cette bastonnade-là. C'est culturel, c'est très ancré. On ne se plaint pas assez. Donc non, faisons pas trop, ne faisons pas. Alors, maître, on aura peut-être certainement l'occasion de revenir sur l'ensemble de votre plaidoyer dans la suite de cette émission, mais permettez-moi justement de vous demander si, dans le cadre de votre combat, vous avez une proposition concrète sur la table des autorités actuellement. Vous demandez moi, à titre personnel, qu'on qualifie le féminicide d'une autre manière, que soit clairement pénalisé. Est-ce que vous avez une proposition concrète? À titre personnel, non. Mais je sais qu'en novembre 2023, le gouvernement a initié un projet de loi sur les violences basées sur le genre. Tout à fait. C'est encore en traitement au niveau de, je dis n'importe quoi, de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi n'est pas encore homologué, n'est pas encore promulgué. Donc, mais j'espère vraiment que dans ce projet de loi, on va penser à définir le féminicide et le pénaliser comme une infraction à part entière. Le définir, justement, dire dans quel cas est-ce qu'on peut parler de féminicide et dans quel cas est-ce qu'on ne peut pas parler de féminicide. Parce qu'il y a effectivement, tous les meurtres de femmes ne sont pas des féminicides. Dans ce cas, par exemple, factuel, le cas qui oppose Diane Yango à son mari, assigné en 2023 au mois de novembre, dans quel registre on classe cela? Féminicide ou pas? Féminicide pour moi, totalement. D'accord. Parce que là, quand même, il reconnaît avoir, je veux dire, le juge d'instruction a parlé de coup mortel et non de meurtre. Est-ce qu'il y a une différence entre ces qualificatifs? Sur ces différenciations-là, parce que dans son plaidoyer assez clair sur les différentes qualifications, mais peut-être qu'il faut répondre à la question de... Alors oui, dans le cas de Diane Yango, je pense qu'il y a féminicide. Pourquoi? Parce que c'est des violences répétées. Ce sont des violences conjugales. C'est un monsieur qui avait l'habitude de corriger, entre guillemets, son épouse. Et malheureusement, une correction plus violente qu'une autre a entraîné la mort. Oui. Je ne veux pas commenter la décision de justice parce que je n'ai pas été partie au procès, mais je pense que dans ce cas spécifique, justement, si l'infraction de féminicide était pénalisée et que le code pénal avait dit justement que dans ces cas-là, le sursis n'est pas possible, l'opinion publique serait moins outrée, serait moins indignée. Parce que ce qui
indigne la population dans ce cas, c'est de voir que ce monsieur qui a roué à mort s'en sorte librement. Avec une petite épée de Damoclès, il ira en prison seulement si il tue encore une autre femme qui est sa conjointe. Vous voyez un peu? Tout à fait. C'est ce qui est indigne en réalité. Je pense que pour ce genre d'infraction, la sanction doit être lourde. Que quand bien même il y aurait une admission des circonstances atténuantes, qu'on ne puisse pas, qu'on dise que le sursis n'est pas possible dans ces cas-là. Tout à fait. Et qu'on puisse rester effectivement sur ce que prévoit l'article 278 du Code de procédure pénale, justement, qui parle des... Allez-y, Julien Roussel. Alors, merci, j'espère que j'ai encore assez de temps, parce que Maître, qui s'indigne aujourd'hui, qui est d'ailleurs très engagé dans le combat pour la révision du Code pénal, en vue d'une pénalisation du féminicide, semble expliquer de manière claire, avec arguments précis, la décision de la juge qui a rendu ce verdict-là. Dites clairement que même si vous ne voulez pas que les gens l'acceptent, mais au moins on pourrait la comprendre. Et vous évoquez les articles dans votre plaidoyer 275, 278 alinéa 1 et 2, et puis 289. Mais pourquoi le droit est si compliqué? Parce que la vie est compliquée et que le droit régit les rapports entre les hommes. Faites-moi un petit briefing de ces articles pour que les autres comprennent pourquoi une décision aussi grave a été rendue avec une telle légèreté du point de vue de l'opinion. Parce que nous ne connaissons pas le droit, nous ne connaissons pas la loi. Nous voyons quand même qu'il y a eu beaucoup de légèreté dans le verdict qui a été prononcé, Maître. Qu'est-ce qui peut l'expliquer de manière concrète? Je veux dire, sur la base des textes que vous maîtrisez. Alors, il faut savoir que le Code pénal classifie les infractions en 3 catégories. Les crimes, les délits et les contraventions. Cette classification, elle est faite en fonction de la peine qui sanctionne l'infraction. Tout à fait. Donc, moins la peine est lourde, voilà. Donc, la contravention, c'est une infraction qui est sanctionnée par un emprisonnement qui ne peut pas excéder 10 jours et une amende qui ne peut pas excéder 25 000. C'est clair, tout à fait. C'est ça la contravention. C'est clair. Le délit, c'est une infraction dont l'emprisonnement excède 10 jours mais n'excède pas 10 ans. Et le crime, quant à lui, c'est une infraction dont la peine d'emprisonnement, le maximum en tout cas de la peine d'emprisonnement, va au-delà de 10 ans. Tout à fait. Et donc, lorsqu'on sait, donc, on connaît donc la définition entre le crime, le délit et la contravention, on peut savoir dans quel registre est-ce que nous sommes. Dans le cas spécifique de John Yango, la juge a condamné M. Eric Bekobé, l'a déclaré coupable de coup mortel. Tout à fait. Le Code pénal sanctionne le coup mortel par une peine d'emprisonnement allant de 6 ans à 20 ans. C'est un crime. Tout à fait. Mais le même Code dit que, tout à fait, dans certains cas, tout à fait. Tout à fait. La responsabilité pénale d'un coupable peut se voir allégée. Quels sont ces cas-là à peu près? C'est ce que le juge, Madame la juge, a voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle les circonstances atténuantes ou alors les excuses atténuantes. Si c'est un délinquant primaire qui n'a jamais été condamné, il peut voir sa peine réduite parce que c'est la première fois. S'il a avoué et qu'il y a un sincère repentir, il peut voir sa peine. Tout à fait. J'ai cru lire ça dans votre plaidoyer. Et comment on mesure cette sincérité, vous qui êtes L'aveu. Il y a des gens qui disent non, je ne l'ai pas fait, je plaide non coupable. En plaidant coupable, on reconnaît les faits, on les accepte, et puis vous le dites à l'audience. Vous dites vraiment, je regrette. Si c'était à refaire, je ne le referai pas. Vous dites quelque chose et puis voilà, vous touchez le juge. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est laissé à l'appréciation du juge. Ce que vous appelez, je crois, l'intime conviction du juge, c'est ça? Oui. Être. Donc, lorsqu'il y a admission des circonstances ou d'une excuse atténuante, il y a une conséquence. Et la même loi dit, si la peine encourue au départ était l'emprisonnement ou la peine de mort, vous pouvez voir votre peine réduite de 2 à 10 ans. Si la peine de départ, c'était pour les autres crimes,
vous pouvez voir votre peine réduite de 1 à 5 ans. D'accord. Et si c'est un délit, votre peine peut être réduite jusqu'à 5 jours seulement. D'accord. Et un D'accord. dans le coup mortel, la peine encourue, c'est 6 à 20 ans. Tout à fait. En cas d'admission des circonstances atténuantes, la peine se voit réduite de 1 à 5 ans. Le juge a accordé le maximum. D'accord. Avec Elle a sursis. condamné à 5 ans. Avec sursis. Maintenant, effectivement, elle a aménagé sa peine Ouais. d'un sursis. Ouais. Le sursis, c'est quoi? C'est une clémence judiciaire. Lorsque le juge estime que le condamné ne représente pas une menace pour la société, lorsqu'il estime que voilà, c'est un délinquant et qu'on est inséré, Alors, je vous il pose aménage la une peine d'un question. sursis. Mais le sursis suspend. Son effet, c'est justement la suspension de l'exécution de la peine. La peine, elle est là, il est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Tout à fait. Mais on ne va pas l'exécuter. Pour qu'elle soit exécutée, il recommence. Ok. Donc s'il recommence, il ira en prison. Il va purger non seulement les 5 ans, mais en plus de la peine nouvelle pour la nouvelle infraction qu'il aura commise. Vous, quelle est votre position relativement à la décision prise par Madame le juge autour de cette affaire? C'était ma question. Dans vos explications, vous semblez clairement nous dire que vous êtes d'accord avec cette décision de Je justice. ne dis pas que je suis La d'accord, question, quelle est votre je position? dis qu'elle est légale. D'accord, elle est légale. Elle est légale. D'accord. Cette décision de justice, aussi indigne qu'elle puisse être, elle est légale. C'est ça le problème en fait. C'est la légalité de ce genre de décision de justice. Comment est-ce que dans notre environnement judiciaire, on peut parvenir à de telles décisions de justice dans la légalité? D'accord. Là, on se comprend parfaitement. Merci beaucoup. Maître Ambika, on vous repasse la main cette fois-ci. Je pense que le feu a été allumé. Ils sont prêts. Il faut faire cuire le repas. Voilà, bonjour, Maître Karine Oga. Rebonjour, Bienvenue M. sur le Ducat. plateau de l'émission Horizon Midi de ce vendredi. Je vous ai suivi avec une attention certaine. Aussi une attention, les chiffres sont éloquents. 75 femmes, je crois. Plus de 75 femmes en... Il y a d'autres chiffres même qui estiment que 75 000. depuis un an, il y a 75. 75, voilà. au Cameroun. Il y a même d'autres chiffres qui nous parviennent de temps en temps qui estiment qu'on a pratiquement 300 femmes en un an au Cameroun. On ne Oui. sait pas à quel point Parce ces chiffres sont vrais. Mais qui sont vrais, c'est bien. Mais vous dressez là une mosaïque assez sombre dans la justice camerounaise qui n'a quasiment rien prévu dans ce cadre-là. Les féminicides, vous souhaitez qu'ils soient punis avec la dernière énergie pour que cette chose change. Vous avez bien fait de classifier, de démontrer ou d'expliquer la critériologie des délits. Le Cameroun n'est donc pas partie prenante jusqu'ici, du moins au niveau de la justice, mais est-ce qu'au niveau international, le Cameroun a ratifié des textes, des conventions qui pourraient s'appliquer dans ces cas au Cameroun? Auquel cas, si oui, pourquoi est-ce que le juge qui a condamné ce monsieur d'affaires Yango n'a pas convoqué ces textes? Sinon, est-ce qu'il y a comme des procédures comme ça au Cameroun qui existent pour une éventuelle ratification de la convention des féminicides au Cameroun? Alors, comme je disais, le Cameroun n'a pas une loi spécifique sur les violences basées sur le genre. Il y a un projet qui est en cours, qui n'a pas encore été adopté. Le Cameroun, de son côté, c'est vrai que le Cameroun a ratifié des conventions internationales comme le protocole de Maputo. Qui adresse les féminicides à l'intérieur. Est-ce qu'on adresse les féminicides dans la convention de Maputo de manière spécifique? De manière spécifique, non. De manière spécifique, on parle de droit à la vie. Oui, le protocole de Maputo qui s'intéresse à la question de la reproductivité, la question sexuelle. Exactement. On a le protocole de Maputo, on a la convention sur l'élimination de toute forme de violence basée sur la discrimination, je dis n'importe quoi, la CIDEF, que le Cameroun a ratifié. Mais maintenant, le Cameroun devrait, à mon sens, adopter une loi spécifique sur les questions de genre.
Et cette loi sanctionnerait justement tous les comportements sociaux en violation avec la question dont on parle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ah, je vous comprends, rassurez-vous. Vous voulez qu'au Cameroun, l'action des petits soit adressée avec acuité, que l'État, du moins la juridiction camerounaise prenne ça à bras le corps. Est-ce que vous voulez ça l'est marginal au Cameroun aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des pays dans le monde où cette question est inscrite dans la loi, où cette question est appliquée avec la rigueur de la loi et que les féminicides sont véritablement pris à pas encore que ça change? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de pays? Plusieurs pays d'Europe aujourd'hui ont pénalisé le féminicide. Le cas le plus récent est celui de l'Italie, où c'est la peine à perpétuité. Tout à fait. On a la Croatie, on a Chypre, la Macédoine du Nord, la Belgique même, L'Australie. si je ne me trompe pas. Donc tous ces pays d'Europe sont très spécifiques. Chacun définit ce que c'est que le féminicide et définit quelle est la sanction applicable pour les contrevenants. Mais de manière générale, toute l'Europe qui est partie à la Convention d'Istanbul applique l'homicide aggravé. Il est aggravé lorsque, justement, il y a une considération, un mobile sexiste, de manière générale, dans des lois spécifiques. Peut-être qu'ils ne disent pas féminicide. En France, par exemple, on n'a pas spécifiquement pénalisé le féminicide, mais il y a une circonstance aggravante. Donc, lorsqu'il y a un homicide et que l'auteur de l'homicide s'avère être le partenaire de la personne tuée, c'est une circonstance aggravante. Mais comment on peut établir avec pertinence le sexisme qui aurait conduit au crime? On peut aussi avoir comme un meurtre, pas par sexisme, peut-être on peut être soit énervé. Est-ce qu'on va corroler tous les meurtres parce qu'un partenaire a tué sa compagne au sexisme? Est-ce qu'il n'y a pas des outils d'inventaire tout simplement comme ça? Parce qu'on a l'impression que lorsque ça se passe dans le cadre d'un couple où un homme tue une femme, on pense vite au féminicide alors qu'il y a beaucoup d'autres voies qu'on peut explorer. Est-ce qu'il y a des indicateurs probants qu'on peut convoquer pour dire ça, ce meurtre est sexiste? Celui-ci, c'est un meurtre, comment on appelle ça, involontaire ou je ne sais pas quoi, c'est involontaire. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui peuvent le démontrer? Tout à fait, tout à fait. C'est lesquels? Alors, les violences répétées. Ouais. Un homme qui n'est pas d'ordinaire violent peut, au cours d'une dispute orale même, perdre le contrôle, frapper de manière très brutale et tuer. Mais c'est la première fois. On peut dire un coup mortel dans ce cas-là. A contrario, un homme qui a l'habitude de battre sa femme, qui pense que c'est normal de battre sa femme, qui dit je tape mais je me contrôle. Parce que beaucoup d'hommes, oui voilà, je vais juste racler, je vais juste gifler, mais qui le fait de manière répétitive parce qu'il pense avoir un droit. On est dans un contexte de domination de l'homme sur la femme. Là, on parle de féminicide. Parce que c'est véritablement ce contexte de domination. C'est parce qu'il est l'homme, vous comprenez, c'est parce qu'il est l'homme qu'il se sent le droit de corriger une femme. Et donc, après une correction, une mort s'ensuit, il y a féminicide. Mais vous pouvez également avoir un cas d'adultère. Un homme non violent qui trouve sa femme en flagrant délit d'adultère, qui pète les plombs et qui l'abat. Qu'est-ce que c'est? Dites-nous. De quoi est-ce qu'il s'agit dans ce cas? Alors, notre code pénal dit que c'est une excuse atténuante, excuse de provocation. Je le dis, le droit est compliqué. D'accord. Voilà. Le fait de trouver son épouse en flagrant délit d'adultère Oui. excuse la violence. Et donc un homme qui ferait ça, il sera moins sanctionné qu'un autre.
Ok. Nous ne sommes pas en train de valoriser ou de promouvoir. Non, mettre je pense qu'elle est assez claire. Voilà, chiffres, le code pénal. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Voilà, ce que je voudrais savoir là maintenant, c'est que nous sommes dans une société patriarcale. On a des valeurs, on a des us et coutumes qui sont appliquées au quotidien. Je vais prendre un exemple, que vous comprenez un peu de manière claire ce que je veux dire. Moi, par exemple, dans ma culture, au sud du Cameroun, lorsqu'on va doter une femme, il y a une enveloppe qu'on donne aux sœurs. En l'autre journée, on dit, prenez ça le jour, votre beau-frère va taper votre sœur. Elle viendra. C'est officiel dans le cadre. Taper officiel dans le cadre de la dot. Ça, c'est la dot. Ça, c'est nos coutumes. C'est le cas traditionnel. Oui, c'est la tradition, vous le dites. Oui, voilà. Et sachant aussi quand même, tout de même, que les sources du droit, le droit plus un peu des sources de nos traditions, de notre biotope, de façon endogène. Est-ce que on peut convoquer ici le traitement le traitement réservé aux victimes de violences faites aux femmes par les juges, qui sont aussi, bien qu'ils soient juges, ils vivent comme dans un biotope, ils vivent dans un environnement, ils vivent avec notre indégénérité. Ils sont aussi contraints d'appliquer les us et coutumes, parfois lorsqu'ils doivent se pencher sur une problématique. Un juge boulot, par exemple, va se rendre compte que taper, c'est normal, parce que c'est dans sa culture, et ça fait partie de son intime conviction. Comment est-ce que les femmes sont traitées? Comment est-ce que les violences faites aux femmes par les juges au Cameroun? Est-ce que vous avez l'impression que ce repli identitaire par rapport à nos terreaux, par rapport à nos us et coutumes, ont une influence réelle dans l'intime conviction des juges? Bien sûr. Bien sûr, beaucoup de juges, justement, appellent en chambre de conseil. C'est une audience privée entre le juge et, par exemple, les conjoints. Il n'y a pas d'avocat, le juge les entend et essaie de concilier. Donc, un juge est saisi de violence, je dis n'importe quoi, coups et blessures, et puis il dit vraiment cette affaire, elle doit passer en chambre de conseil. Il parle et il dit, madame, est-ce que vous ne pensez pas que si vous savez que votre mari n'aime pas quand vous allez à l'église, peut-être qu'il vaut mieux éviter. Donc, dans notre contexte, on justifie toujours les violences faites aux femmes. On les justifie, on les banalise, elles sont normales. Et c'est quelque chose qu'on doit changer. On doit changer les mentalités. Parce que de manière culturelle, effectivement, c'est des comportements banaux. Et oui, la justice, elle est rendue par des hommes qui évoluent dans un contexte socio-culturel bien précis. Et donc, leurs décisions peuvent être empreintes justement de ces considérations socio-culturelles, le patriarcat dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que la dame juge qui a donné la sentence au mari de Yango, elle est qu'on tape les femmes? C'est une femme quand même qui donne un homme 5 ans avec sursis. Oui, c'est le maximum qu'elle donne. Mais elle donne quand même un sursis. Ça veut dire qu'il est quand même exempté de prison. Il peut continuer à vivre sa vie. Il revient en prison, quel cas il recommet le même forfait. Est-ce qu'on peut penser aussi qu'elle aussi est un peu influencée par nos us et coutumes? Parce que ça va expliquer peut-être que tout le monde est indigné dehors de savoir qu'elle ait pu prendre une telle décision, elle qui est femme. Est-ce que c'est pas aussi ça un indicateur de solution de sa réflexion? Elle se dit oui, bon, mais je suis une femme, c'est normal de taper les femmes. Alors, je n'étais pas dans le secret du délibéré, je n'étais pas partie à l'audience, je ne sais pas quelles sont les motivations du juge, mais le juge a condamné. Il ne faut pas oublier, le juge a condamné monsieur. Oui, mais ça reste une condamnation. Et elle lui a appliqué la peine la plus forte prévue par le code pénal. Donc, est-ce qu'elle est d'accord? La réponse va sans dire. Non, elle n'est pas d'accord, vu qu'elle l'a condamné. Sinon, elle aurait relaxé. Voilà, madame, est-ce qu'il y a, vous me parlez des défis, des défis auxquels sont confrontées les victimes?
pour porter plainte des victimes de violences faites aux femmes? Est-ce qu'il y a des défis? Est-ce qu'il y a des boulots d'étranglement pour qu'elles puissent s'exprimer? Est-ce qu'elles n'arrivent pas à aller au bout des procédures? Qu'est-ce qui les empêche d'agir, de se mouvoir dans le cadre juridique au Cameroun de manière claire pour que justice leur soit faite? Alors, la stigmatisation des victimes, parce que chaque fois qu'une femme se lève pour dire j'ai été battue, elle est accusée. Les victimes sont stigmatisées. Il y a l'honneur même de la famille. Je ne vais pas déshonorer le nom de mon père. Je ne vais pas déshonorer le nom de mon époux. Les interprétations des textes religieux. La femme doit être soumise à son mari. Ça veut dire qu'elle doit supporter tout dans le silence. La dépendance économique des femmes, parce que la plupart des femmes dépendent de leur bourreau. Donc si vous Non, de leur mari. Non, dans le cas d'espèce, on parle des victimes de violence, donc de leurs bourreaux, qui sont leurs conjoints, c'est vrai, mais qui sont leurs bourreaux, elles dépendent financièrement de ces messieurs-là. Le rejet, parce que voilà, je vais quitter mon mari, mais je vais aller où? Qui va m'ouvrir les portes? On n'a pas de centre d'accueil spécialisé pour accueillir ce genre de femmes, pour écouter les victimes. Les coûts, parce que tout le monde n'a pas accès à la justice, parce que la justice a un coût, même minimal, mais elle a un coût. Donc il y a de nombreux défis, de nombreux obstacles qui empêchent justement les femmes de revendiquer leurs droits à la vie. Au Cameroun, condamne de nombreuses infractions, mais il continue à être commis de façon abyssale par les Camerounais. On a l'impression qu'ils n'ont plus peur de la justice. Est-ce que vous pensez qu'en pénalisant le féminicide, ça peut avoir un impact sur cette montée galopante de féminicide au Cameroun? Comment est-ce que la justice peut faire pour améliorer? Comment ça va améliorer ça? Comment ça va stopper si jamais la justice pénalise cette infraction de mort après demain? Ok. Alors, en pénalisant le féminicide, on reconnaît la spécificité de ce genre de crime. On reconnaît le mobile sexiste de ce genre d'infraction. Donc c'est très important. On envoie un message fort à la société en disant « Vous n'avez plus le droit de taper sur les femmes. Quiconque fait ça sera sanctionné comme ceci. » Ça donnera certainement la possibilité à ces femmes d'avoir des comportements dans notre genre. Comment sanctionner ces attitudes-là à l'avenir? J'ai eu envie de vous demander si vous battez votre femme pour la sanctionner des... Il faut déjà en avoir pour battre elle. Ok, je suis heureux d'entendre que vous n'en avez pas parce que vous m'inquiétez. Sauf que c'est pas un pan anodin. C'est important de se dire que est-ce que si la femme se sent protégée par la loi, c'est pas une porte ouverte, on va dire comme ça de manière prosaïque, au mépris, à des comportements convoqués, convocables dans le foyer. Quand on sait que vivre la femme, c'est quand même... Est-ce que c'est pas une porte ouverte si la femme se sent protégée par la loi, parce qu'elle sait qu'elle pourra aller de frasque en frasque, pouvoir manquer de respect peut-être à son mari, parce que si jamais il ose porter main sur elle, elle est certaine que devant les tribunaux, elle aura gain de cause. J'ai envie de vous demander, vous êtes marié, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous faites pour que votre femme n'ait pas des comportements, enfin ceux que vous décriez là. Comment est-ce que vous... J'ai pas envie de dire corriger parce que c'est pas le terme. Mais comment est-ce... Oui, comment est-ce que vous la traitez? Comment est-ce que vous vous assurez que votre femme vous respecte? Quand vous n'êtes pas d'accord avec son attitude, qu'est-ce que vous faites? Si je vous dis ce qu'il fait, on va vous dire, je sors boire un bière et je rentre après dormir. Voilà, c'est une solution. On peut convoquer un peu ici la société occidentale aujourd'hui, qu'on
qu'on admet tous, dans lesquels on doit partir, parce que les femmes sont quasiment surprotégées. On dit beaucoup de personnes, lorsqu'on veut pénaliser le féminicide, comme on dit qu'on veut un peu aller vers les modèles occidentaux, les femmes sont surprotégées dans la société et on se rend compte que c'est des sociétés où les hommes sont de plus en plus marginalisés dans les foyers. C'est des sociétés où le taux de divorce, où le côté de divorce se flamme parce que les hommes ne supportent pas cet état de choses. Est-ce que donner ce même pouvoir aux femmes au Cameroun n'est pas une porte ouverte à l'augmentation des divorces au Cameroun, n'est pas une porte ouverte à la dislocation des familles? C'est une possibilité. J'ai l'impression que vous êtes en train de me dire que la solution pour empêcher les divorces, pour que les hommes ne se sentent pas marginalisés, pour tout ce que vous avez cité là, c'est la violence. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément. C'est pas ça que je Non, Karine Louga, peut-être également penser convoquer ici l'équilibre dans la pénalisation justement de ces cas-là. Pourquoi ne pas envisager des méthodes pour protéger l'homme et également la femme? Parce qu'il faut également dire que ce n'est pas que les femmes qui subissent au quotidien ces frasques. Les hommes aussi en font partie, des hommes qui se font battre par des femmes. Et ils sont très légion, il faut les reconnaître quand même. Est-ce que vous avez pensé à l'équilibre quand même dans le cas de la proposition? Ils sont légion, si vous voulez, oui. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Ah bon? Non, ils ne le sont pas. Il y en a, c'est vrai, mais la proportion est très faible. Elle est très faible. Et j'ai proposé qu'on puisse aggraver l'infraction de coups et blessures volontaires, qui est une circonstance aggravante si c'est la conjointe qui est l'auteur des violences. Donc ça reste une manière d'équilibrer les choses. Donc, on ne peut pas répondre à un problème social. On ne peut pas répondre à un problème social en faisant du comparatif, en disant les hommes aussi subissent. Non. Non, puisque ça ne résout aucun problème, ça dilue le problème. Karine Louga, nous également, nous avons besoin de marcher avec des pancartes, avec justement, comme on voit à l'écran, pour dire non aux violences faites aux hommes. Alors dites-moi, monsieur Romaric, est-ce que vous pouvez me citer un cas d'homme tué par sa femme au Cameroun? Ils sont très nombreux. Je veux juste un. Bon, c'est vrai que ce n'est pas vous qui posez la question, mais ils sont très nombreux. Non, mais ils sont très nombreux aussi. On peut vous donner des noms. Tout à fait. Aux enlèvements, la stigmatisation, les violences, ils sont très nombreux, mais Karine Louga. Malheureusement, ce n'est pas vous qui posez la question. On va permettre à ce que Bertrand Bika puisse nous entretenir jusqu'à 11h. Voilà. Comment pensez-vous que la société camerounaise peut faire pour pallier à ce problème? Lorsqu'on connaît les contingences socio-culturelles endogènes qui sont ancrées en nous, qui font partie de notre quotidien, c'est pas demain la veille, c'est pas de ce genre de concept. C'est sûr que c'est pas demain. Voilà. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait y aller, on pourra améliorer, on pourra sortir de ce paradigme aujourd'hui qui dessert l'État malheureux? L'éducation. Commencer à éduquer les jeunes enfants sur les questions de genre. C'est très important. Que dès le bas âge, les jeunes garçons, les jeunes filles apprennent que les violences physiques ne sont pas bonnes. On commence par là. Et que nos politiques gouvernementales pensent également à inscrire ce temps-là dans le module enseigné dans nos... Tout à fait. Donc, on commence par l'éducation, la communication, des campagnes de sensibilisation des femmes sur leurs droits, parce que beaucoup de femmes ne savent même pas qu'elles ont le droit de dire non. Non à quoi? Non à un rapport sexuel non désiré, par exemple. Dans le cadre du mariage? Dans le cadre du mariage ou en dehors?
La femme peut dire non? Lorsque vous êtes devant le maire, il dit beaucoup de choses de manière spécifique. Oui, la question du devoir conjugal, on la connaît. Il faut donc qu'elle aille à l'encontre de ce que la question loi dit. du devoir conjugal, on la connaît. Mais c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire, si votre femme, votre femme vous doit avoir des relations sexuelles avec vous, vous devez également en avoir avec votre femme. Or, quand l'homme ne veut pas, tout va bien. Mais quand la femme ne veut pas, il y a un problème à la maison. D'accord. Nous y reviendrons, Maître Karine Louga. Merci beaucoup. Donc, parce que là, sur ce plan, vous convoquez quand même le fait que l'homme doit comprendre, la femme doit comprendre. Mais dans le cas de violence, vous ne voulez pas admettre que les hommes également se font très violenter par certaines femmes. Non, je l'admets, mais je dis le dire n'est pas pertinent quand on est en train de parler justement d'une question spécifique. Ok. Le dire dilue le message. D'accord. Ça, c'est bien. Ça permet de banaliser justement la cause et de se dire, ah, finalement, elles en demandent trop. Si vous en avez convenance, nous allons revenir justement dans le cadre de cet entretien pour sa suite. Avant la publicité, on va rapidement satisfaire ceux qui nous font confiance dans notre autre émission. Mais je voudrais prier à la régie de nous satisfaire avec 3 publicités au maximum. Prière également à la direction du service commercial et même marketing. On se retrouve juste derrière pour poursuivre avec les échanges. Situé en plein cœur de la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et communication, à savoir infographie, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Edea, de Dizangué, de Puma, de la Dibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouay-Masok, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charlie and Love. Pour relever les défis qui les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernants et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun ». Du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine Cameroun. Ce que nous consommons tous les jours rend notre corps acide. Et cette acidité développe l'apparition de plus de 300 maladies dans notre corps telles que les ulcères, les cancers, l'acidité gastrique, l'arthrose, le diabète, le cholestérol, les rhumatismes et bien d'autres. Aujourd'hui,
En consommant l'eau alcaline ionisée eau vive, aucune de ces maladies ne peut se développer dans un milieu alcalin. C'est pourquoi nous vous conseillons de boire eau vive. Une eau alcaline ionisée qui ne contient ni chlore ni métaux lourds et va réduire l'acidité de votre corps et rendre votre corps alcalin. Eau vive est un puissant antioxydant qui est disponible en plusieurs pH. Le pH 8,8 qui peut être consommé par tous, quel que soit l'âge et aucune restriction. Le pH 9,6 qui est plus ciblé et se consomme des 35 ans et plus. Le pH 10,9 uniquement en cure de 21 jours pour maigrir ou attaquer rapidement le diabète et le cholestérol, la goutte et plusieurs maux. Beaucoup l'ont déjà essayé et l'ont adopté. Avec l'eau alcaline ionisée eau vive, redonnez vie à votre corps. Voilà, welcome back, retour sur le plateau d'Horizon Midi, Eau Vive effectivement qui sera dans les tout prochains jours le sponsor officiel de cet important programme Maître Ambika. Avant d'aller en publicité, vous aviez la parole tout à l'heure pour entretenir Maître Karine Louga sur le sujet qui nous rassemble ce matin. Voilà, Maître Karine Louga porte un projet, du moins combat NO, qui vise à pénaliser le féminicide au Cameroun pour protéger plus la femme. Je voudrais quand même savoir les motivations de ce combat. Est-ce que Maître Louga a l'impression qu'au Cameroun, de manière globale aussi, la femme n'est pas assez protégée par les lois qui existent déjà pour qu'on trouve une loi spécifique liée à la femme? Est-ce que c'est le sentiment qui guide votre combat? Ou alors a-t-elle été victime? Voilà. Est-ce que, quelles sont les motivations qui nous font porter ce combat comme ça? La femme n'est-elle pas protégée au Cameroun? Est-ce que les lois qui sont là ne protègent-elles pas la femme? Au risque de me répéter, nous avons l'exemple qui fait la chronique ces jours de Diane Yango. Une femme est morte sous les coups d'un homme. Et qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Il est écopé d'une condamnation avec sursis. Il est rentré chez lui. C'est légal. Est-ce que vous avez le sentiment que la femme est protégée dans ce cas? Moi, la réponse, elle est non. Je n'ai pas ce sentiment. Je n'ai pas ce sentiment. Pourquoi? Parce que le cas de Diane Yango a été traité comme un simple cas de coup mortel. On n'a pas tenu compte de toutes les violences que cette femme a subies antérieurement par son mari. On n'a pas tenu compte justement du caractère sexiste de l'action de l'homme qui, en bon bantou, corrige sa femme, se permet de la rouer de coups au point de la tuer. Et c'est pour ça que moi je dis aujourd'hui que nous ne pouvons pas traiter ces cas comme des infractions banales. Certes, il y a des meurtres de femmes qui ne sont pas des féminicides, mais n'oublions pas qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Les femmes sont victimes de violences conjugales répétées graves. Et aucun texte ne les protège de manière spécifique en tant que femmes. Les cas sont toujours gérés comme s'il s'agissait d'un cas ordinaire. On ne tient pas compte justement de ce contexte de domination dans lequel l'homme se sent le pouvoir et même le droit, parce que c'est de ça qu'il est question, l'homme se sent le droit de corriger une femme. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la société, les pouvoirs publics doivent s'arrêter et se dire, c'est vraiment une question de politique publique. Recensons les cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Okay. Est-ce que c'est un peu pédagogique? Vous avez, je perds mon latin lorsqu'il faut compte tenu à délit ou crime. Beaucoup de Camerounais sont aussi dans le même cas comme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir de manière claire
les définitions des termes juridiques, en termes de c'est quoi assassinat, c'est quoi le meurtre, c'est quoi le coup volontaire. Est-ce qu'on peut avoir des définitions précises pour que tout le monde soit au même niveau d'information? Parce que nous, on dit coup volontaire, mais non, on va pas dire meurtre, on va dire assassinat. Hein? D'autres vont dire quoi, mais alors que c'est bien, c'est différent. Est-ce que vous pouvez nous donner des expressions claires? C'est quoi l'assassinat? C'est quoi le meurtre? C'est quoi le coup volontaire, coup mortel? Coup mortel, c'est quoi? Pour qu'on soit un peu tous fixés. Celui qui a catché, c'est qu'il a tué sa femme. Ok. C'est un assassinat. L'autre va dire c'est un meurtre. Vous venez nous dire coup volontaire. Et on perd le temps, on se perd là et on sommes un peu embrouillés. Heureusement qu'on a une experte devant nous qui va nous faire. Là, après ça, on sera bien fixé. Alors, le meurtre, la définition du code pénal, c'est quoi? Est emprisonnement à vie celui qui cause la mort à autrui. C'est 275. Vous causez la mort à autrui, c'est un meurtre. L'assassinat maintenant. Donc, ici, peut-être que je vois mon véhicule. Non. C'est pas un meurtre, voilà. Non. Le meurtre, dans quel cas, donc, quand je prémédite, c'est ça? Non. C'est quoi? Oui, c'est vrai. Vous causez la mort, ça peut arriver de plusieurs manières. Vous pouvez empoisonner, vous pouvez. Bon, non, c'est même pas ça, c'est pas le meurtre. Tirer sur quelqu'un. Alors, en prenant un exemple simple, c'est le meurtre. Vous causez volontairement la mort à autrui. Quand vous tirez sur quelqu'un, vous avez l'intention que cette personne, que votre coup atteigne sa cible, donc que cette personne meurt. C'est le meurtre. Maintenant, on parle d'assassinat lorsque le meurtre il est commis avec préméditation. C'est-à-dire, il y a un plan criminel. Dites vraiment, moi, je vais tuer Monsieur Dika. Et pour le Monsieur Bika, pardon, et pour le tuer, vous allez préparer quelque chose par empoisonnement, par voilà, exactement. Là, on parle d'assassinat, c'est-à-dire le projet criminel en réalité, il n'est pas instantané, c'est quelque chose que vous avez cultivé. Ça, c'est l'assassinat. Et au Cameroun, l'assassinat est puni de la peine capitale, la peine de mort. Coup mortel. Alors c'est par des violences ou des voies de fait, vous causez involontairement la mort d'autrui. Donc vous, comme dans le cas de justement, vous bagarrez avec quelqu'un et puis il y a un coup un peu trop fort, la personne meurt. On parle de coup mortel. Maintenant, à côté de ça, nous avons les homicides involontaires. Vous êtes au volant de votre voiture, vous recevez un coup de fil, téléphone, un petit geste d'inattention, accident, quelqu'un meurt. Vous n'avez jamais eu l'intention de tuer cette personne que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est arrivé par imprudence, par négligence. C'est ça l'homicide involontaire. Est-ce que le coup mortel n'est pas aussi involontaire? Non. Parce que le coup, vous le donnez avec l'intention de frapper, de faire mal. Vous ne mesurez peut-être pas la puissance de votre coup, mais vous frappez avec l'intention de donner un coup. Et maintenant, c'est à la suite de ce coup que la mort survient. Voilà, je pense que tout le monde a même l'information maintenant. Merci beaucoup, Bertrand. Même s'il faut le noter, nous n'allons pas vous permettre de souffler, Maître Karine Nouga. Nous allons continuer justement dans notre procédure. On peut l'appeler ainsi, parce que le plateau il est essentiellement juridique. Me semble-t-il ce matin. Julio Arcel Diop, nous revenons à vous. Nous sommes à 11h15 exactement. Et on se confie à votre dextérité pour les 30 minutes, tout en respectant bien évidemment le timing. Je ne comprends pas pourquoi cette obsession sur le temps quand il s'agit de moi et faire mes yeux quand il s'agit de Bertrand Bika, qui peut aller parfois jusqu'à 25 minutes, c'est pas bien grave. Je reste rigoureux en matière 15 minutes de gestion du temps. Voilà. Allez-y. Alors, maître, dans votre plaidoyer, je remarque quand même quelque chose d'extrêmement complexe. Vous faites la différence entre une infraction, Bertrand disait tout à l'heure, de meurtre et l'homicide involontaire. Vous dites clairement que les premières infractions liées au coup et autres sont qualifiées de crime et que la seconde est qualifiée de délit, donc homicide involontaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je ne comprends pas le droit, ça semble très compliqué. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les infractions sont classées en crime, délit ou contravention en fonction de la peine qui les sanctionne. Donc plus la peine est lourde... Pourtant le résultat est le même, quelqu'un est mort. Oui, quelqu'un est mort, mais on ne punit pas de la même manière.
quand on punit un peu, très peu, c'est une contravention. Quand on punit, c'est un délit. Et quand la peine est plus grave, c'est un crime. Donc l'homicide involontaire qui est puni d'un emprisonnement de 3 mois à, je le dis de mémoire, là, je ne suis plus sûre, à 5 ans, je ne suis pas sûre, c'est un délit. Parce que c'est une peine, la peine privative de liberté est minimale, elle ne dépasse pas 10 ans. Ouais. Alors que les autres, dans le cas du coup mortel, la peine va de 6 à 20 ans. Dans le maximum va au-delà de 10 ans, c'est un crime. Le meurtre, c'est l'emprisonnement à vie, c'est un crime. J'ai le ressenti qu'on joue avec des mots à ce niveau. Mais le maximum à plus de 10 ans, ça veut dire quoi concrètement? Qu'il peut faire 100 ans de privation de liberté? Non. Le maximum à plus de 10 ans. Alors, le code pénal, quand il sanctionne une infraction, il met une fourchette. Donc la peine n'est jamais fixe. On va punir d'un emprisonnement à 3 ans. Bon, le maximum qu'on peut donner à quelqu'un, c'est 3 ans. Le minimum, c'est 1 an. Donc lorsque le maximum d'une peine dépasse 10 ans, c'est un crime. D'accord. Ok. Justement, encore en m'interrogeant à la suite de Bertrand Mika, l'alinéa 2 de l'article 278 énumère, comme vous l'avez si bien dit, les circonstances aggravantes de l'infraction. Et l'article 289 vient définir clairement l'homicide involontaire. Mais est-ce que le droit ne s'arrange pas à ce que des personnes trouvent les justifications pour expliquer à un moment donné que les décisions de justice soient humaines finalement, humanisées, si on peut le dire ainsi? J'ai pas compris votre question. Je vous dis, je répète encore, il y a deux de l'article les circonstances aggravantes d'un crime, si vous voulez, et que par la suite l'article 289 vient définir l'homicide involontaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, vous avez tenté d'expliquer. Je me demande si la justice s'organise pas elle-même pour donner à l'homme, c'est-à-dire l'humain, la décision finale au-dessus des textes. Non. Non. La loi, elle a pour régir les comportements sociaux. Donc on a étudié vraiment la vie en général et de manière spécifique chaque cas. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Quelqu'un peut, comme je le disais, être au volant de sa voiture, il roule, il fait un accident et il y a des morts. Cette personne n'a pas souhaité tuer. C'est un accident qui est arrivé de son fait, certes, parce que quiconque... bref. Cette personne, par négligence, la loi ne va pas sanctionner cette personne-là de la même manière qu'elle sanctionnera celui qui a volontairement causé la mort d'autrui. Donc les homicides involontaires, ce sont des morts qui sont causées, mais pas de manière volontaire. Ils sont causés par négligence, par non-respect des règles, par imprudence. Vous êtes chez vous, vous avez creusé un puits, vous ne l'avez pas fermé. Un enfant passait par là, il jouait, ou alors un chien poursuivait un enfant, il courait, il n'a pas vu le trou, il tombe, il meurt. Qu'est-ce qu'on fait? On est en cas d'un homicide, en présence d'un homicide involontaire. Et donc la sanction que la loi va vous... Enfin, que vous allez subir ne peut pas être la même, que celui qui a battu sa femme à mort. Alors, mais vous savez, c'est vous l'experte du droit sur ce plateau. Vous éclairez de millions de Camerounais ce matin. Cette question, je vous la pose vraiment basée sur votre intime conviction. Qu'à des moments que nous pouvons avoir, le droit se contredit. Non, le droit ne se contredit pas. Je n'ai pas cette impression-là. Parce que nous, sauf à vous de me montrer une contrariété, une contradiction. C'est pour ça que j'en appelle là votre intime conviction. Si vous dites non, c'est que c'est non. Non, je n'ai pas cette impression. Alors, mais dans votre plaidoyer, je reprends cette phrase, le respect du droit à la vie des femmes. C'est un extrait de votre plaidoyer. Oui. Qu'entendez-vous par là, le respect du droit à la vie des femmes? Avez-vous l'impression que ce doit aligner au Cameroun, véritablement? Ben oui, clairement. Quand vous voyez des hashtags 52 000, c'est le prix de la vie d'une femme au Cameroun, vous voyez ça partout.
52 000, c'est le prix de la vie d'une femme au Cameroun. C'est pas moi qui l'ai créé ce hashtag-là, mais je le vois partout. Et je dis... Est-ce que ça justifie l'aliénation du droit à la vie de la femme, maître? C'est un peu trop fort? Non, ce n'est pas un peu trop fort. On droit autant que les hommes, autant que tout être humain, autant que les enfants. Les hommes doivent le savoir, qu'ils doivent respecter notre droit à la vie. Donc en militant, moi, pour la pénalisation du féminicide, j'invite justement toutes les femmes à revendiquer ce droit à la vie. Ne nous tuez plus. En fait, c'est ce que je dis, ne nous tuez plus. Tout à fait. Ne nous tuez plus. Je m'adresse à tous ceux qui tuent les femmes parce qu'elles sont des femmes. D'accord. Alors, maître, permettez-moi de vous poser encore une question personnelle. L'opinion réclame la révision de la décision rendue dans le cas de cette affaire qui nous concerne ce matin. Seriez-vous prête, vous, à vous constituer dans le cas où il y avait appel de cette révision pour amplifier davantage votre combat? Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai demandé parce que j'ai une consoeur aînée qui est membre d'une association d'avocats qui de près cette affaire, et je lui ai demandé si je pouvais justement me joindre à elle et tous les autres avocats de son association pour justement mener ce combat-là. Oui, je pourrais me constituer, même pro bono, hein, dans cette affaire, oui, je pourrais. Tout à fait. C'est bon à savoir, maître. Il y a des personnes qui nous regardent et qui attendaient certainement cette question-là. Justement, poursuivons toujours avec quelques morceaux choisis de votre plaidoyer. Vous évoquez quelque chose encore qui semble peut-être incompréhensible. Nous qui sommes des profanes du droit, vous parlez de... Vous questionnez, que serait notre justice si les juges se mettent à craindre de rendre des décisions empreintes d'humanisme? Quel est le sens de cette question? Alors, oui, j'ai pensé qu'il était important de dire que c'est dangereux. Vous le dites clairement, tout à fait. Oui. J'ai constaté que dans cette affaire, c'est la juge qui a rendu la décision qui est visée à titre personnel. Oui. Les gens disent tout et n'importe quoi. Elle est corrompue, c'est une décision de convenance, Et ils oublient le véritable problème. Est-ce qu'elle a fait son travail? Oui, elle a fait son travail. Vous avez clairement répondu à cette question à travers les textes. Elle a fait son travail. Tout à fait. Moi, je suis avocat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pour le respect de la loi. Tout à fait. Donc, je ne vais jamais critiquer une décision tant qu'elle est faite dans le cadre légal. Mais est-ce que je suis d'accord avec ce que la loi dit? C'est bien l'établi au parallèle. C'est ça le problème. Non, je ne suis pas d'accord. Mais tant que c'est la loi, elle est dure et on l'applique. Et je plaide tous les jours les circonstances atténuantes pour mes clients reconnus coupables d'infraction. Tout à fait. Parce que, quoi qu'on dise, c'est aux parties au procès, c'est aux juges qui connaissent la vérité des faits d'un dossier, qui peuvent savoir si, oui ou non, dans cette affaire, on peut ou pas accorder des circonstances atténuantes. Tout à fait. Peut-être que cette juge a estimé que ces enfants ont perdu leur mère. Ils sont jeunes, ils sont mineurs. Elle ne va pas leur enlever leur père. Peut-être parce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent s'occuper de ces enfants autour. Je ne sais pas, je n'étais pas là, je ne connais pas la motivation du juge, mais je dis, nous n'accusons pas les juges quand ils font preuve d'humanisme, tant qu'ils restent dans le respect des lois. Parce que sinon, on va remplir nos prisons qui sont déjà, dont les effectifs sont pléthoriques, avec des décisions
d'une dureté extrême parce que les juges auront peur de se dire ah tiens si je suis la un petit peu humaine, prendra parti, ainsi tout la à fait. société me prendra Tout à parti. fait. Tout à fait. Or, moi, en tant qu'avocat, je plaide, comme je dis, je plaide tous les jours les circonstances atténuantes. Tous les jours, je demande au juge de condamner mon client à payer un franc symbolique. Tous les jours, je demande au juge de condamner mon client à payer à 5 jours d'emprisonnement. Je le fais tous les jours. Alors, ce serait hypocrite aujourd'hui de ma part de dire que elle n'aurait pas dû. La loi lui permet de le faire et elle l'a fait dans le strict respect de la loi. Mais si on veut éviter, parce qu'on estime que c'est suffisamment grave, tout à fait, et que la décision est légère, voilà, il faut revoir les textes. Il faut revoir les textes. Vous avez le mérite. Il faut dire dans quel cadre est-ce qu'on peut accorder le sursis et dans quel cadre est-ce qu'on ne peut pas. Quel est le minimum de la peine, quel est le maximum de la peine, quelles sont les circonstances, est-ce qu'on peut admettre les circonstances atténuantes ou pas. Il faut que la loi le dise précisément pour que cette fois-là, le juge ne puisse plus jamais s'en écarter. Alors, maître, vous avez le mérite d'être assez clair à ce sujet-là. Permettez-moi de poser une question sur la base d'un rapport de la CONAC paru récemment qui fait état de ce que la justice est l'un des secteurs les plus corrompus au Cameroun, peut-être même dans la classification le 5e, si je ne m'abuse. Alors, pensez-vous qu'il existe des cas où les décisions rendues sont la résultante de la pratique de corruption? Je le pense fortement. Je ne vais pas le dire. Je pense fortement que les décisions, malheureusement, sont achetées. Il y a des juges corrompus. Il y a des juges corrompus, il y a des avocats corrompus, il y a des justiciables corrompus. Oui. Et même à mon cabinet, certaines personnes viennent me rencontrer pour que je défende leur cause. Ils sont victimes, par exemple, d'escroquerie. Mais ils ne croient tellement pas à la justice qu'ils me demandent d'aller voir le juge. C'est ça l'expression, aller voir le juge. Moi, je ne vois pas les juges. Mais beaucoup de gens le font, ils voient les juges, même quand ils ont raison. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas que les coupables qui corrompent. Même les innocents le font. On ne croit plus tellement à la justice. On ne croit plus en notre justice. Et c'est terrible. C'est terrible. Dans un pays, si on ne peut pas avoir de justice, mais où va-t-on? C'est toujours agréable et rassurant de l'entendre de la bouche d'une pratiquante, d'une professionnelle. Parlons à présent. C'est déplorable, mais c'est la réalité. Mais à côté de ça, il y a des juges, il y a des avocats intègres, il y a des juges intègres, et qui sont, voilà, qui disent non, moi je ne corromps pas, je laisse la justice faire son travail. Parlons à présent de la relation, on reviendra certainement vers la fin au combat que vous menez, de la relation client-avocat. Y a-t-il des cas où vous étiez convaincu de la culpabilité d'un de vos clients alors qu'il plaidait son innocence? Dans ce cas, comment vous vous comportez? Avez-vous connu ce type de cas où vous êtes convaincu que votre client ne vous dit pas la vérité, mais vous le défendez quand même? Je ne peux pas être convaincu que mon client ne me dit pas la vérité. Je peux soupçonner parce que je ne suis pas là. Tout à fait. Je ne suis pas là, je ne connais pas les faits. Et en droit, on dit qu'il y a plusieurs vérités. Il y a la vérité de son client, c'est-à-dire ce que mon client me dit, c'est la vérité. Il y a la vérité de la partie adverse, ce que l'autre partie dit, c'est la vérité. Il y a la vérité légale, c'est-à-dire ce qui est conforme à la loi. Il y a la vérité divine, parce que c'est Dieu seul qui voit tout. Tout à fait. Donc il y a plusieurs types de vérités. Donc non, je ne peux pas dire avec conviction que mon client ne me dit pas la vérité. Ce que mon client me dit, c'est la vérité. Et c'est à moi maintenant, en tant qu'avocat, de trouver les moyens légaux pour que la vérité de mon client puisse être... Voilà. De tout le monde. Exactement. J'ai encore une minute ou alors Du tout. Ah, d'accord. Oh là, ça va vite mon temps. Hein. Et je vous dis merci. Permettez-moi quand même un petit bonus, juste une petite question, toute petite comme ça, Romary. Allez-y. Merci. Mais ça sera tellement ma dernière question. Est-ce que l'intime conviction du juge prime sur la preuve légale, c'est-à-dire l'existence d'une preuve légale, la preuve matérielle? Non. Le juge juge certainement sur la base de la loi et de son intime conviction, mais il ne peut pas s'écarter de la loi. Merci. Merci, Maître Karimouga. Merci beaucoup, Julio Arcel. Maître Karimouga, nous sommes presque de ce programme. Ça va très vite. Il nous reste en moyenne 22 minutes, si j'ai très bonne mémoire.
Maître Ambika, vous allez donc l'épuiser ou les épuiser. Question pour nous de sortir en beauté de cet entretien. Tout en espérant que ces téléspectateurs sont assez satisfaits. Vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions à travers nos différentes plateformes, que ce soit sur YouTube ou même encore sur Facebook. Mais là, comme nous sommes en direct sur Facebook, on va recueillir quelques questions tout à l'heure si la réalisation nous le permet. Maître Ambika, vous avez la parole. Voilà, merci de me faire passer la parole. Comme je dis, nous sommes dans un plateau aussi éducatif. Il est important que sortis d'ici, tous les thèmes soient cernés par ceux qui nous ont regardés. Il y a un thème que je souhaite que vous expliquiez à ceux qui nous regardez. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes prêts à vous constituer de façon pro bono. Voilà. C'est quoi pro bono pour ceux qui nous regardent, qui sont au même niveau d'information que nous. Nous ne sommes pas des experts ici en droit, nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas des juges. Eux aussi nombreux ne sont pas dans la filière. C'est quoi pro bono? C'est tout simplement pour bon, gratuitement. Ok, on dit gratuitement. Vous êtes prêt à défendre une cause gratuitement. C'est mieux de le dire comme ça. Il y a un moment qui nous regarde au village là depuis, qui se demandait depuis. Il n'y aura pas d'ouverture de dossier, pas de constitution à faire. Voilà, d'accord, c'est bien compris. Voilà, certainement vous êtes confronté aux violences faites aux femmes, pas vous, mais pas votre métier. Vous avez certainement aussi beaucoup de féminicides. C'est pas seulement vous, du moins vous avez eu vent. Là, ce monsieur-là, comme son féminicide, avec des coups, un coup mortel, mais est-ce que lorsque vous comprenez la critériologie des féminicides au Cameroun, d'autres moyens sont utilisés, les armes à feu, les couteaux, comme ça. Est-ce que vous en avez observé, surtout les coups? Les femmes meurent de féminicide au Cameroun, sous quelle voie le plus souvent? Est-ce que lorsque vous regardez, vous nous dire, est-ce que les hommes tuent leurs femmes avec les armes à feu, tuent leurs femmes avec les couteaux? Alors oui, c'est vrai que la plupart des cas en général, c'est des violences, c'est des blessures avec les mains, c'est des coups mortels, donc violence physique, voilà, un coup un peu trop fort. Mais il arrive surtout chez les militaires. Oui. Chez les militaires, il y a des assassinats, il y a des meurtres avec armes à feu, et il y a également des armes blanches. Il y a des armes blanches, il y a des couteaux, des femmes qui meurent à la suite d'un poignard. Voilà, il y a des femmes qui meurent étranglées, étouffées. Bon, l'enlèvement lui-même ne tue pas, c'est ce qu'on fait après. Après l'enlèvement, tout à fait. Voilà, tout à l'heure, je dois convoquer le caractère assez aigu de la corruption qui prévaut dans le cas de la justice au Cameroun. Est-ce qu'on peut avoir du moins votre impression sur le taux de condamnation des auteurs de féminicide? Ces militaires qui tuent leurs femmes, est-ce qu'ils vont plus souvent en prison? C'est monsieur qui tue leurs femmes à tout moment par voie de couteau, par arme à feu, par coup de poing. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont suffisamment condamnés au Cameroun ou beaucoup échappent à cette condamnation? Alors, justement, l'intérêt de la pénalisation du féminicide, ce serait justement d'avoir des indicateurs fiables pour les politiques publiques. Parce que aujourd'hui, il est très difficile de quantifier le nombre de féminicides parce que non seulement on les cache, il y a le silence et tout, donc on n'a pas des statistiques claires. Mais en général, chaque fois que quelqu'un se retrouve devant la barre, il est sanctionné. Chaque fois. Peut-être pas sévèrement, mais il est sanctionné. Est-ce qu'au Cameroun, vous avez connaissance des organisations non gouvernementales qui travaillent dans ce sens-là, faire asseoir cette loi, promouvoir l'épanouissement de la femme au Cameroun dans tous les sens? Est-ce que vous avez des organisations comme ça au Cameroun qui existent, qui font un travail probant, que vous pouvez certifier et attester? Vous êtes pionnière en la matière. Rarement j'ai vu ce problème porté sur la place publique. Vous êtes la première, je vous avoue. Est-ce que vous êtes la pionnière dans ce domaine? Non, je ne suis pas la première. Déjà, même au sein du Conseil de l'Ordre, on a notre secrétaire de l'Ordre, Maître Yolande Gomiogo, qui milite pour la cause du féminicide.
pour la cause féminine, on a, comme je disais tantôt, les avocats catholiques, on a à côté des organisations de la société civile, il y en a plusieurs de mémoire comme ça, là, les noms, ça ne me revient pas, mais il y a plusieurs organismes qui, chacun essaye un peu. On a par exemple, dans le domaine de la santé, je connais une qui s'appelle Yes Health, qui accompagne les jeunes filles, sur le plan de la santé. Il y a plusieurs associations, mais je pense qu'il est important justement qu'on se regroupe et que de manière inclusive, toutes les parties prenantes de la société se mettent ensemble pour porter justement ce combat-là. Et je pense même qu'on gagnerait à avoir des hommes avec nous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme « he for she », des hommes qui militent pour les femmes, justement pour le respect des droits des femmes. Donc il faut une positive. Voilà, qu'est-ce qui, selon vous, peut être l'impact des féminicides sur les familles, sur la société et sur l'intégrité de la justice? Qu'est-ce qui peut être l'impact? L'impact des féminicides dans la famille, la disparition justement de la famille. Parce que si vous tuez un membre important de la famille, si la femme n'est plus, qui s'occupe des enfants, ça participe même à la délinquance juvénile, parce que ces enfants n'ont plus ils n'ont plus tout l'encadrement familial dont ils ont besoin pour grandir dans de bonnes conditions. Ils sont parfois laissés à eux. Vous imaginez, dans le cas de l'affaire dont on parle ces jours-ci dans les réseaux sociaux, si je ne connais pas cette famille, mais imaginez un seul instant que ces enfants n'ont pas d'oncle ou de tante et que ce monsieur est là en prison. Viendrait-il de ces enfants-là? Donc, l'impact, c'est clair qu'au-delà de la vie humaine, il y a également la destruction de la famille. Il y a tellement de choses, tellement. Voilà, est-ce que le gouvernement camerounais, oui, vous avez dit qu'il y a une loi gestation. Oui. La gestation depuis qui tarde à sortir. Déjà, vous ne pouvez pas situer exactement à quel niveau elle se trouve aujourd'hui. Non, je peux. Voilà, mais est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement camerounais, à travers par exemple le ministère de la Femme, de la Famille, prend à bras le corps ce problème? Est-ce que vous avez connaissance d'un programme, d'un projet, d'un atelier qui vise à protéger véritablement la femme? Et que dites-vous du caractère taiseux de ce ministère depuis l'affaire Epilon? Partout, mais personne ne dit à ce côté, alors c'est un ministère régalien qui est censé protéger les femmes au quotidien. En tout cas, je comprends un peu du ministère parce que entre les mains de la justice a tranché, il faut respecter, il y a la séparation des pouvoirs, le politique qui ne veut pas rentrer, bref. C'est des échappatoires, personne ne veut vraiment parler de cette personne, ne veut se positionner. Donc je les comprends. Je comprends tout à fait, mais je pense que justement c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut s'arrêter et se demander comment ce genre de choses peuvent arriver et qu'est-ce qu'on peut tous faire ensemble justement pour que ça n'arrive plus. Donc, le ministère de la Femme devrait, à mon avis, surtout dans les zones les plus reculées, faire des campagnes de sensibilisation de la femme sur ses droits, devrait même également créer des structures d'accompagnement et d'accueil de ces jeunes femmes-là. Quand on va au nord, où précoce, des mariages forcés, vous avez encore des mutilations génitales féminines, dans les zones en conflit, comme je disais tantôt, où il y a des femmes déplacées. Il y a encore beaucoup de choses à faire et il faut que nos pouvoirs publics créent des structures d'accueil. Vraiment un centre où les femmes pourraient venir dire « j'ai été battue, est-ce que je peux trouver refuge chez vous ?» Parce que beaucoup de femmes ne le font pas parce qu'elles ne savent même pas où aller. Est-ce que je peux trouver refuge chez vous? Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Peut-être pas
Parce que oui, vous avez dit que si on dit qu'il faut punir ces hommes-là, peut-être pas, mais au moins qu'on puisse les sauver. Parce que si on ne punit pas ces hommes, qu'on puisse au moins sauver les femmes. Mais beaucoup de femmes, malheureusement, sont renvoyées chez ses parents ou ceux qui tiennent lieu de parents, se plaindre des violences. Ah ouais, mais tu viens faire quoi ici? Rentre chez ton mari. Et parce que tu es sûr que tu t'occupes bien de ton mari. Qu'est-ce que tu lui as dit, toi, avec ta mauvaise bouche là? Est-ce que tu es sûr que tu fais bien à manger? Est-ce que tu es sûr que tu lui donnes la chose comme il faut, etc., etc. La chose, par exemple. La chose. La chose, mais c'est pourquoi faire? Allez-y. Tu remplis ton devoir conjugal comme il faut. Ah, d'accord. Et on les renvoie. Donc, créer des centres d'accueil. Que les organisations de la société civile s'organisent. Moi, je vais dire que c'est un projet, même comme on travaille déjà là-dessus, un projet de création d'une association de jeunes avocats avec qui je suis. Nous accompagnons les personnes vulnérables et ce que nous faisons, c'est que nous leur offrons nos services de manière gracieuse. Nous savons par exemple que voilà, les jeunes qui sont en prison, les enfants, les mineurs, qui sont... Donc nous accompagnons ces jeunes-là, nous les aidons à rédiger leurs requêtes d'appel, de liberté provisoire, etc., etc. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Vraiment, ne négligeons aucun geste. Voilà, on a l'impression que ce problème est très peu porté par les femmes au Cameroun. Pourtant, c'est les femmes qui sont au centre de cette préoccupation, c'est elles qui se font tuer. Au jour le jour, on a par exemple la journée internationale de la femme le 8 mars, qui est célébrée au Cameroun. Cette cérémonie est toujours portée vers la gabegie, vers la lubricité, vers des fêtes interminables, avec des thèmes qui n'ont rien à voir avec les véritables problèmes de femmes. On convoque 300 femmes mortes en un an au Cameroun, ça veut dire qu'il y avait des cas avant le 8 mars dernier. Quel regard jetez-vous sur ces femmes aujourd'hui qui passent autant à fêter, à danser, à s'amuser, à faire tout, sauf des choses utiles, alors qu'il y a des thématiques comme celle-là qui peuvent interpeller véritablement que la femme engagée. Que pensez-vous du 8 mars, tel que c'est célébré au Cameroun, et que pensez-vous du fait que les femmes sont très peu engagées dans une thématique comme celle que vous portez aujourd'hui? Alors, il faut savoir que nous sommes dans une société où le patriarcat domine. Très peu de femmes assument de dire qu'elles sont pour la cause féminine. Parce que si vous êtes féministe, vous êtes insolente, vous êtes désobéissante, vous êtes une mauvaise épouse, vous êtes une aigrie, vous êtes immédiatement stigmatisée. Donc beaucoup de femmes, même si elles, c'est des choses qui leur tiennent à cœur, elles n'osent pas s'exprimer. Or, je pense qu'il faut prendre position. Il faut parler, il faut dire que non, ce n'est pas bien. Et ça freine énormément de femmes. Cette stigmatisation, dit non, vraiment, il ne faut pas qu'on dise de moi que je suis, c'est peut-être parce que mon mariage a échoué ou bien. Donc, je pense que nous avons encore ce problème-là, qui est un problème culturel qui fait que les femmes n'arrivent pas à se positionner de manière publique, à prendre vraiment position de manière publique et à dire non. Mais le tableau n'est pas si noir. Le tableau n'est pas si noir. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec les thèmes de la journée internationale de la femme, mais en dehors des fêtes, il y a de véritables débats. Il y a des débats qui sont menés, il y a des campagnes de sensibilisation, peut-être pas à grande échelle, mais des choses sont faites. Bon, après, on fait la fête. Malheureusement, certains soulèvent le cabas, ceux qui n'ont pas encore compris véritablement quels sont les combats de la femme. Mais ne mettons pas tout dans la poubelle, dans la corbeille. Il y a des bonnes choses, il y a des choses à apprendre et il y a des choses à améliorer. Dans le cas de Yando, voilà, qui a été tué voilà, la justice, le ministère dit qu'il a fait pendant la justice. Mais comment comprendre qu'ils n'inscrivent pas un tel thème, le ministère, à une célébration de 8 mars? Qu'est-ce qu'ils appellent d'inscrire ce thème-là? Ce n'est plus juridique, c'est politique, c'est social.
Comment comprendre? Est-ce que vous pouvez vous expliquer ça? Un thème qui touche la femme, qui est au cœur des femmes, qui crée un drame, un véritable drame social et familial, il ne l'adresse pas. Est-ce que vous pouvez vous l'expliquer? On n'est plus au cadre juridique. Vous me demandez de répondre à la place des autres. Vous me demandez pourquoi est-ce que les autres ne font pas ce qu'ils devraient faire. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Est-ce que ce ministère est pour vous opérant ou inopérant au Cameroun? Est-ce que ce ministère est utile à la femme? Il est utile. Est-ce qu'il est efficace? Pas vraiment. Mais il est utile. Et il y a beaucoup de choses à faire encore. Il faut qu'on arrête un peu. Au Cameroun, nous sommes très bureaucrates. Nous sommes bureaucrates pour tout. On va au matin à 10h. À 14h, on rentre chez nous. À la fin du mois, on a nos salaires. Et c'est tout. Vraiment, on a la culture de la médiocrité qui fait en sorte que, oui, beaucoup de choses ne sont pas faites. Mais c'est justement le moment de parler et de se lever. Et quand vous voyez des femmes qui portent des t-shirts et sur lesquels c'est marqué 52 000 francs, c'est le prix de la vie d'une femme au Cameroun, ne répondez pas, les hommes aussi. Top. Chacun vraiment, que ce soit vous, hommes ou nous, femmes, chacun doit porter cette cause. Parce que c'est un problème. Je suis sûre que vous avez dit d'ailleurs, vous allez boire une bière quand votre femme vous contrarie, vous ne la frappez pas. Ça souffle devient tout de suite. Voilà. Donc, je suis sûre que vous êtes contre les violences conjugales. Donc. Oui, beaucoup de violences faites aux hommes. Sorti, maître. Ce que je voudrais savoir, c'est quelle, selon vous, devrait être la place de la femme dans la société camerounaise? Est-ce qu'elle est mal comprise d'après vous? Est-ce qu'elle n'est pas véritablement utilisée avec son plein potentiel, mais au centre de la vie? Quelle, selon vous, devrait être la place de la femme? Et quelle place pensez-vous que la femme occupe aujourd'hui dans la société camerounaise? La femme, elle est au cœur de la vie. Nous sommes porteuses de vie, quoi qu'on dise. Hein. Quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on ne le fait pas ça toute seule, mais nous portons la vie. Donc, cœur de la société. Nous sommes mères, nous sommes sœurs, nous sommes épouses, nous gérons les foyers en plus de nos travaux, nous sommes ménagères, nous sommes des femmes au champ. La femme, elle est véritablement au cœur de la société. On ne peut pas l'en écarter et on ne peut pas la traiter comme quelqu'un entièrement à part, alors que nous sommes justement à part entière de la société. Pensez-vous que la société camerounaise, vous reconnaît son potentiel et qu'on vous jette tel quel, le respect qui vous est dû, vous est donné véritablement dans notre société camerounaise? Sur le papier, oui. Sur le papier, tout est beau. Hein. La constitution du Cameroun dit que voilà, les femmes sont égales aux hommes. Mais est-ce que véritablement c'est ce qu'on observe? Non. Merci. Merci, Maître Bika. Maître Karinouga, merci de tout ce que vous avez dit. Que selon vous, la justice camerounaise semble être aveugle pour l'heure. Alors, la justice, je ne dirais, elle doit être aveugle. Parce que si vous connaissez même la symbolique de la justice, c'est la déesse Thémis qui a un bandeau sur les yeux et qui ne doit justement pas regarder. Elle doit être aveugle pour être bonne. Voilà, pour être neutre. Voilà, pour être neutre, pour être effectivement, elle doit être aveugle. Mais moi, ce que je dirais, s'agissant spécifiquement de la cause féminine, c'est que la société refuse de voir. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Thank you to be here. Maître Karinouga, Julien Seldior, merci. Merci de m'avoir convié au débat. J'ai été ravi d'échanger. Merci également avec vous. Rapidement, nous rendons public ce communiqué signé Cabral Libi, le président du Parti camerounais, pour la réconciliation qui tombe à pic au sein de cette émission. Le communiqué numéro 005/PN/PCRN/2025. Il est porté à la connaissance des militants et sympathisants du Parti camerounais
pour la réconciliation nationale, le PCRN, ainsi que de l'opinion publique nationale et internationale, qu'une cérémonie de lancement de la levée populaire des fonds pour le soutien du candidat du PCRN à l'élection présidentielle 2025 est prévue le vendredi 11 avril 2025, c'est-à-dire aujourd'hui, au siège du parti à Yaoundé, au lieu dit immeuble Baïga Center, situé au carrefour Itek, quartier Nkoldongo. La dite cérémonie commencera à 13h précise. Le présent communiqué tient un lien de convocation individuelle pour les élus, maires et même députés. C'est signé justement Yaoundé le 2 avril 2025 par le président national du parti de la Réconciliation nationale, Cabral Libi Lingenge. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention particulière. Merci à toute la forte et grande équipe rédactionnelle. Merci à la production autour de notre diffuseur maison, le directeur de la production, Steve Ngounou, qui a assuré la diffusion de ce programme. Merci à notre ingénieur son maison, Moïse Moses. Derrière les 4 caméras braquées sur les médecins, ici au studio 1 d'Horizon 3 Télévision, Mathieu Elat et Shemot, accompagné de Rodrigue Jean-Jacques Ndje. Merci à la coordinatrice Rel Christelle Tikniem. Merci également à l'honorable François Biba, qui avec beaucoup d'extérité et avec beaucoup de maestria assure la supervision générale de ce programme. Mesdames et Messieurs, portez-vous bien. À 12h30, c'est le journal de la mi-journée. La messe sera dite par Fallon Mefoué. Le rendez-vous, il est pris pour lundi, lorsqu'il sera 13 exactement 10h, en passant par dimanche, 90 minutes en face. Cabral Libi Lingenge, le président du PCRN, sera face à 3 visages, figures emblématiques de l'écosystème médiatique, à l'ensemble des questions d'un autre genre et ce qui n'est pas d'ailleurs. Avec tout ceci, restez fidèles et restez des nôtres. Allez-y.